Bonjour à tous, on commence dans 2 minutes. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez tous correctement. Merci d'assister à ce webinaire organisé conjointement par Nutanix et Vim. Donc, je m'appelle Benoît Henriot, je suis ingénieur système chez Vim pour la partie romande et je suis accompagné aujourd'hui de Didier Wenger, donc ingénieur système senior chez Nutanix également pour la Romandie. Aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle appliance de backup proposée par Nutanix et qui fonctionne en collaboration avec différents softwares de backup, mais évidemment aujourd'hui on va parler de Vim. Donc il s'agit de Nutanix Mine, une appliance de backup qui est plug and play, clé en main, et qui fonctionne avec les deux constructeurs. Chez Vim, c'est vrai qu'on a toujours été software defined. Donc software defined, comme son nom l'indique, c'est un logiciel qu'on installe sur une plateforme qui est proposée, que vous avez chez vous on-prem. Donc, qui nécessite une installation, qui nécessite de la configuration, qui nécessite une bonne connaissance de votre infrastructure et également de certains concepts de backup. Même si Vim est très simple, facile d'utilisation, facile à déployer, parfois, il s'agit quand même de positionner correctement les proxys, de bien savoir sizer ses repositories. Donc, ça demande quand même un petit travail en amont. Et on reçoit de plus en plus chez Vim des questions, est-ce que vous allez un jour faire des appliances dédiées au backup? Jusqu'à présent, la réponse était non. Mais aujourd'hui, grâce à Nutanix qui propose une plateforme avec laquelle on peut travailler, ceci est en train justement de changer. Donc on va venir se greffer sur cette plateforme et associer nos deux technologies, donc Nutanix, on va dire le pionnier de l'hyperconvergence, avec des systèmes qui sont à la fois robustes, redondants, et puis Vim, que vous connaissez probablement déjà comme solution de backup performante et intuitive. Donc, dans un premier temps, on va vous reparler un petit peu de Vim et de Nutanix. Je pense que vous connaissez déjà bien nos deux sociétés. Il y a 2-3 petites mises à jour, en tout cas en ce qui concerne Vim, qui pourraient vous intéresser. Ensuite, on va parler de Vim Backup pour HV 2.0. Alors, c'est un petit peu en marge en fait de Nutanix Mine, mais ça a quand même toute son importance pour ceux qui ont déjà des clusters à HV et qui souhaitent protéger à l'aide de Mine. Mine n'étant pas bloqué sur HV, on peut vraiment protéger absolument toutes les infrastructures avec. Maintenant, on imagine que vu que c'est une appliance proposée par Nutanix, ça sera forcément quelque chose qui va vous intéresser si vous êtes sous HV. Et puis, on va parler en détail donc de Nutanix Mine avec Vim. Et surtout, on va faire quelque chose comme une trentaine de minutes de démo sur un lab qu'on a travaillé, qu'on a déployé hier avec Didier. Et, on pourra non seulement parler du système Nutanix, on pourra parler de Prism, on va voir comment est-ce que Mine déploie automatiquement et quels sont les composants qui sont automatiquement déployés, et puis comment est-ce qu'on peut interagir avec d'autres composants, tels que par exemple du stockage objet, Nutanix Object, ou alors Nutanix Files pour ce qui est des données non structurées. Voilà pour cette introduction. Donc pour ce webinaire, vous êtes tous mutés automatiquement. Moi, je suis nouveau sur BrightTalk, donc on découvre un petit peu aussi avec Didier comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, je vois vos questions qui vont apparaître dans une section ici. Et puis de toute manière, si vous avez raté
un épisode ou un autre, vous aurez le recording, donc l'enregistrement à la fois chez Nutanix et chez Vim. Donc, inutile de faire des photos de votre écran en cours de présentation. Donc, une petite mise à jour par rapport à Vim. Il me semble évident que vous connaissez déjà Vim plus ou moins bien si vous faites partie de ce webinaire. Aujourd'hui, Vim est toujours une société qui est suisse. Ça ne va pas durer très longtemps. Vous avez peut-être lu certaines news dans la presse, comme quoi on a été racheté par un fonds d'investissement américain qui s'appelle Insight Partners. Donc il s'agit en fait d'un fonds d'investissement qui nous a aidés depuis plusieurs années à débloquer des fonds pour développer des logiciels, pour développer différents projets. Donc on est premier en Europe, on a vraiment la mainmise, on va dire, sur ce marché. Par contre, aux États-Unis, c'est pas le cas. Et justement, le but de Insight Partners, c'est de développer de plus en plus l'activité aux États-Unis. Donc, le headquarter va passer aux États-Unis, mais en termes de développement, en termes de vision du backup et de la société de Vim, il n'y aura aucune modification. En tout cas, on ne la constate absolument pas pour l'instant. Donc, on est toujours très, très apprécié par nos clients. On a un indice de satisfaction qui est généralement 3,5 fois plus élevé que la moyenne de l'industrie. On a plus de 365 000 clients aujourd'hui et on protège plus de 18 millions de VM, qui est toujours l'indicateur important de Vim, vu qu'on a commencé par justement protéger les environnements virtuels. En termes de partenariat avec Nutanix, eh bien, Vim a commencé par protéger des environnements sous VMware, ce qu'a fait également Nutanix. Alors, pas protéger des environnements sous VMware, mais il commence à être compatible avec VMware. Ensuite, Vim a commencé à sa compatibilité avec Hyper-V, ce qui a été également le cas de Nutanix. Donc pendant des années, ça fait bien, je ne sais plus combien d'années, peut-être 8 ans, 7 ans, qu'on travaille conjointement avec Nutanix pour protéger les infrastructures des clients sous ces deux hyperviseurs-là, avec des résultats qui sont généralement très, très éloquents. Et puis, Nutanix a commencé à développer son propre hyperviseur, AHV, et là, il a fallu faire du développement au niveau de Vim pour pouvoir protéger cet environnement sans avoir à déployer des agents dans les VM, mais pour protéger justement cet hyperviseur au niveau de l'hyperviseur justement. Donc en 2018, on a sorti un premier produit qui s'appelait Vim Backup pour Nutanix AHV en version 1. Alors, ce n'est pas un produit séparé, hein, c'est vraiment un produit qui fait partie de Backup et Réplication. C'est une sorte d'add-on en réalité. Et puis, voilà, donc une première version en 2018. Un an plus tard, Nutanix a annoncé avec Vim sa collaboration pour travailler sur cette appliance de backup dont on va parler aujourd'hui. Donc Nutanix 9 pour Vim, qui est sorti il y a en fin d'année 2019, et puis la compatibilité avec Vim est arrivée il y a quelques semaines aujourd'hui. Évidemment, pour compléter notre portfolio, on a mis à jour justement notre Vim Backup pour AHV 1.0 en version 2.0, qui apporte un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, une manière de travailler qui est beaucoup plus simple, et puis beaucoup de performance, beaucoup plus de compatibilité, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, si vous achetez du Mine, vous avez encore une version un petit peu ancienne de Vim Backup et Réplication, qui est en version 9.5 Update 4. D'ici quelques semaines, on va annoncer la compatibilité officielle avec la V10. Alors nous, avec Didier, hier, on a déjà mis à jour l'ensemble en V10 avec Vim Backup pour AHV 2.0. Donc la démo qu'on va vous montrer, ça sera vraiment basé sur les dernières technologies à la fois de Nutanix et de Vim. Voilà, je vais passer maintenant la main à Didier, qui va nous présenter Nutanix. Oui, merci Benoît. Donc Didier Wenger, donc je suis ingénieur système pour la partie Suisse romande. Et aujourd'hui, je vais faire un bref rappel sur la partie Nutanix. L'idée, c'est de laisser un peu place maximum de temps pour la démo. Donc, le Nutanix, donc pionnier de l'hyperconvergence, comme le disait Benoît. Aujourd'hui, je pense que le principal avantage de Nutanix, c'est le choix, puisque vous pouvez le voir sur ce slide, en partant du bas, donc on a toute une panoplie de configurations matérielles qui sont supportées. Et puis, c'est finalement la partie HCI, vraiment software, hein, c'est vraiment le software, le nerf de la guerre qui va donner l'intelligence à la plateforme hyper convergée. Donc avec cette couche Acropolis qui représente finalement le stockage distribué sur la partie HCI. Et par-dessus, on va pouvoir, alors soit on a en fait un hyperviseur AHV Nutanix qui est inclus en fait, hein, qui est bundlé, qui de toute façon est dans toutes les licences Nutanix, que vous l'utilisiez ou pas.
Et puis vous avez la possibilité autrement d'utiliser ESXi ou Hyper-V. Le tout en fait enrobé avec une couche de management que l'on appelle Prism. Et pour la gestion multi-cluster qu'on appelle Prism Central, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure dans la démo. Alors, l'architecture en fait de Nutanix, elle est bien connue en fait, c'est-à-dire que on a remplacé la baie de stockage et ses contrôleurs par ce qu'on appelle des contrôleurs VM. Donc, on va en trouver une sur chaque nœud, donc qui fait office de contrôleur de stockage. On commence un cluster Nutanix avec 3 nœuds minimum, donc on a forcément 3 contrôleurs de stockage qui travaillent tous en parallèle et qui offrent en fait un pool de stockage à l'ensemble des nœuds. Et toutes les données en fait qui sont écrites sur le stockage Nutanix sont éclatées et sont lissées en fait sur l'ensemble des nœuds et sur l'ensemble des disques pardon, du cluster, puisqu'on écrit en fait à une granularité oscillant entre 1 méga et 4 mégas, et ces petits blocs sont comme ça disséminés sur l'ensemble du cluster. Chose importante aussi, le principe de data localité, c'est-à-dire que pour toutes les lectures de données, on ne traverse pas le réseau dans le sens où l'AVM qui est par exemple hébergée ici sur le nœud 1, chaque fois qu'elle fait des accès en lecture, ça va toujours être lu directement sur les disques du serveur sur lequel la VM tourne et on ne va pas chercher de données sur des nœuds à distance, donc on ne traverse pas le réseau, on n'injecte pas la latence du réseau pour les opérations de lecture. Ce qui peut être aussi très important dans ces notions de... Alors, pas forcément de backup, mais plutôt les notions où on va faire soit du restore, soit on va faire de l'instant recovery, ce genre de choses. Et puis, on voit aussi qu'une plateforme et qu'une bonne architecture HCI avec un stockage distribué bien pensé, c'est tout à fait adapté pour du repository de backup, puisque le backup fait généralement que de grandir. Donc, cette notion de dire je peux augmenter en fait mon stockage de backup de manière organique en rajoutant chaque fois un nœud et en faisant vraiment du scale-out et puis en remplaçant aussi peut-être des vieux nœuds par des nouveaux nœuds, etc., sans se préoccuper de la migration du stockage qui est en dessous. Ça, c'est quelque chose qui est très utile aussi dans le monde du backup. Aujourd'hui, la plateforme Nutanix vous apporte au niveau stockage toutes les fonctionnalités qu'on pourrait trouver sur une baie high-end. Hein. Donc, on a de la compression, de la dédupe, de l'erasure coding. On peut avoir 2, 3 copies de la donnée, réplication synchrone, asynchrone, les snapshots, application consistant ou pas. Et puis tout un tas de validations, de sécurité et de hardening qui sont faits automatiquement pour vous au niveau, par exemple, de ces contrôleurs VM, mais aussi au niveau de l'hyperviseur. Pour assurer une sécurité maximum et surtout automatiser en fait un petit peu ce hardening sur la plateforme Nutanix. En termes de virtualisation, donc aujourd'hui on va principalement parler de AHV puisque finalement AHV c'est l'hyperviseur Nutanix qui est sur une base de KVM on va dire, mais sur laquelle on a rajouté toutes les fonctionnalités qui manquent à un KVM pour être enterprise ready. Comme le HA, l'équivalent DRS, donc le balancement de charge, la partie équivalent vMotion, et puis toute la couche de management finalement qui est gérée par Prism. Donc c'est tout ça, la propriété intellectuelle de Nutanix qui a été rajoutée par-dessus, on va dire un KVM qui est en guillemets un bête moteur de virtualisation. On a fait beaucoup d'optimisation sur la partie sécurité et sur la partie performance au niveau du stack SCSI par exemple. Et ça nous permet aujourd'hui d'offrir à nos clients une appliance avec de la virtualisation qui est native et qu'on aime bien dire est invisible en fait, puisqu'elle est dedans. Et elle est là au même titre que si vous alliez sur une solution cloud où finalement on ne se préoccupe pas de l'hyperviseur. Il est là pour vous, il est disponible. Il est aujourd'hui à peu près à 90% des fonctionnalités d'un vSphere Enterprise Plus. Et pour une large majorité des clients, c'est quelque chose qui est tout à fait satisfaisant et qui performe. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de clients qui ont décidé de faire le pas, en fait, et la transition d'un VMware vers un HV. On a aussi beaucoup de clients qui tournent du Nutanix sur du VMware. Hein. Aujourd'hui, c'est à peu près 40%. Alors là, on a une statistique 47% sur les nœuds qui sont vendus Nutanix, donc la gamme NX. Maintenant, on a aussi beaucoup de clients qui utilisent des serveurs Dell ou HP, Fujitsu, Lenovo, Cisco et d'autres.
Donc, sur l'ensemble des nœuds mondialement, c'est à peu près 40% de clients qui tournent de la HV, donc sur nos bientôt 16 000 clients. Donc, c'est pas mal et il y a une grosse adoption en fait de cet hyperviseur. Et on a aussi l'écosystème qui va avec, donc les solutions de monitoring, les solutions de backup, les appliances virtuelles, les solutions des éditeurs de sécurité. C'est tout ce monde-là en fait qui nous suit aussi avec AHV et qui rend la plateforme populaire. Et puis Nutanix aujourd'hui, c'est beaucoup plus que le HCI. Donc on a aujourd'hui une large gamme en fait de produits qui vous permettent, alors on va dire sur le nuage bleu, sur ce slide, donc on adresse toute la partie cloud privé, donc avec forcément cette notion de HCI, cette notion de virtualisation intégrée, on a un service de micro-segmentation, on a un service de stockage de fichiers, stockage objets, stockage pour la persistance des volumes pour les containers, que ce soit du Docker, que ce soit du Kubernetes. On a notre propre distribution Kubernetes aussi. On a des notions de portail de self-service, d'automatisation, de modélisation d'applications sous forme de blueprint qu'on va pouvoir ensuite déployer sur la partie privée ou sur la partie cloud. Donc ça, c'est un des premiers aspects, une des premières transitions vers la partie cloud qu'on peut adresser avec les solutions Nutanix. Et puis, en juillet de cette année, on aura officiellement le lancement de Nutanix sur AWS, dans le sens où Nutanix étant uniquement du software, on va pouvoir finalement faire un cluster Nutanix dans le cloud public sur des serveurs bare metal qui sont pas partagés, hein, qui sont vraiment pour vous, et qui vous permettrait de créer comme ça un cluster Nutanix dans le cloud qui peut faire office soit de DRP, soit un endroit où vous auriez des ressources additionnelles, voire même de migrer 100% sur le cloud, puisque les licences Nutanix que vous avez on-prem seront valables et donc transportables, mobiles pour adresser la partie cloud. Puisque la licence Nutanix aujourd'hui, c'est de la souscription et cette licence est donc portable. Donc pour résumer, aujourd'hui, vous avez énormément de choix en fait. C'est le principal différenciateur de la solution Nutanix. Donc, on l'a dit, c'est multiples hyperviseurs, multiples configurations matérielles. Aujourd'hui, on parle de plus de 180 plateformes serveurs qui peuvent héberger Nutanix, donc c'est énorme. La partie cloud, possibilité de gérer la partie cloud privée et cloud public. Et puis cette consommation finalement un petit peu comme dans le cloud, un petit peu fragmentée, puisque la licence Nutanix peut se consommer dès 1 an en fait, donc ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être jusqu'à 7 ans de souscription, mais on peut tout à fait commencer une infrastructure Nutanix et l'utiliser pour 1 an, ou prendre en tout cas la licence pour 1 an pour commencer, peut-être dans un premier temps pour réduire le coût d'entrée. Voilà, maintenant je vais repasser la parole à Benoît. Alors j'ai vu une question passer en juillet, oui. C'est sur AWS Suisse ou Worldwide. Est-ce que tu arrives à répondre à cette question? Alors AWS Suisse, ça va être simple, hein, ça n'existe pas AWS en Suisse actuellement. Donc la réponse c'est ça va être partout où AWS propose du service bare metal. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est une bonne partie des régions qui sont disponibles. Les plus proches de chez nous, ce sera Paris et ce sera Francfort. Et puis AWS, bon, a priori il y aurait des rumeurs qui vont s'établir en Suisse, mais aujourd'hui rien d'officiel. Donc c'est pas quelque chose qui sera disponible sur AWS en Suisse. On travaille aussi avec Microsoft Azure, donc ça ce sera probablement Nutanix sur Azure sera probablement pour la fin de l'année. Et là potentiellement en Suisse, pour autant qu'Azure offre un service bare metal servers en Suisse. Ok, merci Didier. Une autre question que j'ai vue et qui fait la liaison en fait avec la partie dont je vais discuter un petit peu, Nutanix Mine avec Vim fonctionne-t-il avec un hyperviseur VMware ESX? Bien sûr, Nutanix Mine c'est une appliance qui est censée backuper absolument toutes les infrastructures, que vous ayez de l'ESX, de l'Hyper-V. On parle aussi de la HV parce qu'évidemment, puisque c'est une appliance Nutanix, on aura aussi beaucoup de clients sous HV, mais vous pouvez également sauvegarder des serveurs physiques, que ce soit des serveurs physiques Windows, Linux, absolument tout ce qui est capable de backuper Vim, vous pouvez le backuper avec Mine. Donc c'est pas uniquement pour des environnements Nutanix, c'est vraiment pour l'intégralité des écosystèmes.
Alors, avant de passer à la partie Nutanix Mine avec Vim, je vais faire une petite mise à jour sur Vim Backup pour Nutanix AHV. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on a déjà proposé une solution en 2018 qui permettait justement de sauvegarder un environnement AHV sans avoir à utiliser d'agent. Par contre, comme toute première version, il y a certains défauts, il y a des fonctionnalités qui manquent. En termes de workload, de workflow, c'était pas forcément très au point, on va dire. Pour ceux qui l'ont testé, ils savent de quoi on veut parler. Donc effectivement, quand il fallait déployer un proxy, il fallait d'abord télécharger la VM au format VMware, la transformer au format HV dans Prism, ensuite la configurer de manière manuelle, relier son serveur de backup, etc. Donc c'était vraiment assez relativement compliqué. Aujourd'hui, ça va changer. En plus de cela, on avait un problème de licence, il fallait intégrer une licence et parfois elles étaient comptées à double, il y avait différentes choses qui ne fonctionnaient pas. Une incompatibilité également avec les appliances de dedupe, différentes choses qui n'étaient pas forcément très intuitives. Donc, aujourd'hui, on arrive avec une version de Vim Backup pour AHV en version 2.0, où vous pourrez enregistrer directement dans Vim Backup Application un cluster sous AHV, pour ensuite pouvoir manager de manière centrale vos proxys. Donc vous pouvez déployer complètement les proxys directement depuis Vim Backup Application. En plus, on a une intégration maintenant avec les snapshots Nutanix, donc vous pouvez très bien faire des backup jobs ou alors créer des jobs qui vont générer des snapshots à partir desquels vous pourrez aussi restaurer. On va supporter l'Instant VM Recovery. Si vous avez du vSphere quelque part dans votre environnement, vous pourrez faire un Instant VM Recovery vers vSphere, donc d'une VM AHV vers un environnement vSphere. Vous pourrez faire du VimZip. Les licences sont intégralement managées à l'intérieur de Vim Backup Application. C'est à la VM, donc à chaque fois que vous allez protéger une VM sous AHV, vous aurez un point, une instance qui va être décomptée de votre licence. Et vous pouvez très bien révoquer cette licence, l'assigner à un autre workload. C'est vraiment à vous de voir comment travailler. Ensuite, j'en parlais un petit peu. Compatibilité désormais avec les appliances de dedupe. Donc, on a une compatibilité avec DDBoost, avec Catalyst. On va se dire, mais pourquoi est-ce que Vim Backup Application a toujours été compatible avec ces deux appliances de dedupe et que vous ne le faisiez pas pour AHV? Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore la possibilité de créer ce qu'on appelle un active full pour casser la chaîne de backup à un moment donné. Sur une appliance de dedupe, si vous avez un full puis 60 incrémentaux et que vous devez restaurer, vous aurez des problèmes de performance qui seront absolument énormes. Donc pour ça, il faut pouvoir justement casser cette chaîne de backup. Il faut pouvoir rajouter un full à un moment donné. Comme ça, si vous devez restaurer, vous allez restaurer sur maximum, on va dire, 7 points de restauration et non pas sur 30, sur 60 et éviter des problèmes de performance. Donc, il va être possible également de faire, enfin, il est possible également de faire des jobs snapshot only, ou alors de créer un snapshot d'un protection domain complet. D'autres petites améliorations de type pouvoir exclure un drive, si vous voulez seulement sauvegarder une partie de données, vous avez une VM avec 2 disques, vous avez une partie de données, une partie système, vous pouvez soit sauvegarder l'un ou l'autre ou les deux, comme vous souhaitez. Et puis des notifications par email qui sont aussi utiles. Ensuite, le fait de pouvoir justement casser cette chaîne de backup, elle nous est utile pour ce qu'on appelle notre cloud tier. Pour ceux qui connaissent un petit peu Vim Backup Application, vous avez la possibilité de faire du move, donc d'offloader en fait vos backups sur du stockage objet, qui peut être tout à fait Nutanix Object par exemple. Et pour que cette chaîne soit éligible à être offloadée, à ce moment-là, il faudra qu'elle soit passive, donc il faut qu'elle soit fermée. Et le fait de rajouter un active full dans la chaîne de backup, ça va vous permettre de rendre éligible la chaîne de backup inactif qui était juste avant. Donc, ça va être très utile pour le cloud tier. Également, vous allez pouvoir restaurer une VM, qu'elle vienne d'Hyper-V, qu'elle vienne de vSphere directement sur un cluster AHV, sans passer par Prism, donc qui est quand même relativement intéressant. Et puis, si vous voulez tout simplement tester ces fonctionnalités-là, on a toujours notre Community Edition. C'est une version qui est non limitée dans le temps, avec laquelle vous pouvez sauvegarder 10 VM et restaurer tout vos workload à durée complètement illimitée. Donc pour tester, pour faire des tests, vous pouvez très bien utiliser également la Community Edition. Donc le support, évidemment, c'est du best effort. Ce n'est pas un support qui est vraiment officiel. Si vous êtes en production, il est bien sûr conseillé d'acheter une licence avec le support qui va avec, mais c'est une version qu'on propose et qui peut être vraiment très utile. Je regarde s'il y avait des questions, je n'en vois pas pour l'instant.
Et puis également Vim1, notre outil de monitoring, vu qu'on on est capable de travailler avec AHV, il faut pouvoir ajouter le monitoring correspondant, les alarmes correspondantes, le reporting correspondant. Donc si vous protégez un cluster AHV à l'aide de Vim Backup et Réplication et que vous avez Vim1, vous pourrez tout à fait monitorer l'intégralité de vos workloads, tout comme vous le faisiez avec ESX ou Hyper-V. Voilà, on va passer à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc Nutanix Mine avec Vim. Donc, pourquoi est-ce qu'on propose une appliance de backup? Tout simplement parce que même si nous, on adore le software defined, où on peut être vraiment très précis dans la protection des workloads, on se rend compte quand même que chez les clients, on a parfois des chaînes, des silos de backup, des stacks de backup qui sont vraiment parfois très complexes, où chacun protège ses applications, chacun protège ses propres workloads, dans des environnements complètement hétérogènes, avec du stockage qui est parfois de plusieurs marques différentes, sur plusieurs serveurs différents. Alors avec Vim, on peut s'adapter à tout ce genre d'environnement très complexe. Par contre, c'est vraiment pas le but d'une appliance comme Mine, qui elle justement va vouloir réunifier l'intégralité des workloads dans des backups en tout cas, dans une appliance qui est complètement homogène, donc avec une seule et même technologie, qui est redondante, qui est robuste à l'aide des systèmes d'hyperconvergence, et en plus de cela, qui est totalement unifié à l'aide de Vim. Donc par rapport à cette, on va dire qu'une appliance, déjà premièrement, elle est préconfigurée, elle est prête à l'emploi, et puis aussi elle vous permet d'éviter de commencer à avoir différentes chaînes de backup, des données un petit peu dans tous les sens, avec des environnements qui sont complètement hétérogènes. Là, on arrive sur quelque chose qui est vraiment ultra homogène et qui va vous permettre de comprendre mieux votre stratégie de backup. Voilà, donc du côté de Vim, Vim, vous le connaissez, on a la réputation d'être... Oula, j'ai passé un slide un peu trop vite. Voilà. On a la réputation d'être simple, ou de pouvoir protéger tous les workloads. Apparemment, Didier, le slide il passe tout seul, mais je vais te laisser la main là-dessus. Je pense que par rapport à Nutanix et Vim, on a déjà tout dit à peu près ce qu'on sait faire. Donc, d'un côté Nutanix avec l'hyperconvergence, avec des systèmes qui sont extrêmement performants, redondants, et puis de l'autre côté Vim qui est connu pour son savoir du backup. Je te passe la main. Ouais, pas de souci. Ok, donc si on regarde un petit peu maintenant l'architecture de la plateforme Mine, donc déjà je pense que la première chose à bien comprendre, c'est que cette appliance Mine, peu importe les workloads que vous avez à sauvegarder en fait, que ce soit du non-Nutanix, que ce soit du serveur physique, etc., il faut vraiment la voir comme une appliance de backup. Donc même si vous n'êtes pas client Nutanix aujourd'hui, ou que vous n'êtes pas client Vim, eh bien peu importe, vous avez un projet de backup, vous avez ici une appliance de backup qui peut être la solution pour vous en termes de simplicité et de performance. Donc sur la gauche, en fait, on voit que ça peut être tout type de workload, Nutanix, non Nutanix, du 3 tiers classique, une autre hyperconvergence, etc. Peu importe, à partir du moment où de toute façon on essaye de sauvegarder un hyperviseur qui est supporté ou voire même du bare metal, puisque Vim est capable de faire ça aujourd'hui. On va amener toute cette donnée sur le stockage hyperconvergé qui est sur l'appliance Mine, qui commence, on verra un petit peu tout à l'heure les tailles de t-shirt, mais qui commence à 4 nœuds. Et puis ensuite, vous avez aussi la possibilité via la partie Vim de dire tout ce qui est rétention long terme et archivage, je vais le déplacer sur du stockage qui me coûte encore moins cher. Donc, par exemple, du stockage objet on-prem, qui pourrait être Nutanix Objects ou autre, ou alors de déplacer même sur du cloud, voire de faire de l'offload sur la tape. Finalement, tout ce que la console et les fonctionnalités Vim vont vous permettre de faire en termes de tiering. Okay, donc comme je disais avant, au niveau compatibilité, on peut adresser vraiment tout type de plateforme. Donc on est du Nutanix, qu'on est du vSphere ou de l'Hyper-V ou bien même des serveurs bare metal puisque Vim propose des agents. Eh bien, tous ces workloads-là seront candidats pour un projet de backup avec une appliance Mine Vim. Maintenant, au niveau des configurations possibles, donc on peut partir avec, donc ce sera toujours 4 nœuds minimum. Donc on a 3 configs extra small, small et medium.
et qui sont 4 nœuds. Alors pour les extra small et les small, c'est ces formats bien connus avec 4 serveurs au format un petit peu LAM, comme ça sur 2U, avec une certaine volumétrie de flash et puis surtout des gros disques HDD pour conserver cette donnée froide. Et puis ensuite, donc si on a besoin de faire du scale-out de cette configuration, à ce moment-là, on ajoutera des nœuds de type 2U, donc ceux qu'on voit sur la droite en fait, et on va pouvoir comme ça grandir son appliance de backup. Aujourd'hui, on supporte jusqu'à 8 nœuds, mais c'est la première phase, on va dire, de Mine, et puis on est en train de qualifier des solutions plus grandes, en sachant que aujourd'hui, si on part même sur une médium avec 192 Tera, alors là on voit la capacité brute. Maintenant, avec les facteurs de dédupe et de compression, on sait qu'on va pouvoir mettre au moins ça, voire 2 fois plus que ça dans la boîte. Et puis ensuite, alors tout dépend évidemment de vos données. Est-ce que c'est chiffré? Est-ce que c'est déjà pré-compressé? Enfin, on ne pourra pas faire de la magie au niveau de la compression et de la dédupe, mais on est en droit d'attendre quand même un taux de réduction qui est très honorable. Et on va pouvoir comme ça grandir le cluster jusqu'à 8 nœuds. Au niveau des composants, je sais, ouais. Je crois que c'était ma partie. Tu peux reprendre la main? Ouais, vas-y, je te laisse alors. Donc effectivement, tout d'abord, les tailles de t-shirt comme on les a vues juste avant. Dans le premier cercle, on voit Mine, Small et Medium. On peut également acheter un Mine Extra Small qui est arrivé après, qui va vraiment convenir correctement au marché suisse, parce que je sais qu'on a un petit peu moins de capacité en Suisse généralement pour les milieux SMB qu'on pourrait l'avoir sur d'autres entreprises plus grandes. Donc tout d'abord, on commence par 4 nœuds, vous choisissez votre capacité, extra small, small et medium, et puis Mine va déployer un certain nombre de composants. Donc déjà, Mine est basé donc sur AOS, donc c'est le système Acropolis qui va faire tourner les différents nœuds que vous avez achetés. Ensuite, la solution de Vim Backup et Réplication va être automatiquement déployée. Pour pouvoir déployer un Vim Backup et Réplication, on va avoir besoin de Windows Server 2019. Les Scale-out Backup Repository, donc les repositories sont elles sous Linux. Donc pour ça, on va devoir déployer justement des VM Ubuntu. Tout le déploiement est vraiment automatisé. Il suffira juste au partenaire en fait de trouver une image Windows Server 2019 pour pouvoir la monter dans le système, mais ça reste vraiment extrêmement simple. Et puis vous avez un support qui est à la fois produit par Vim et Nutanix. Si vous avez un problème d'un côté comme de l'autre, vous pouvez très bien appeler soit Nutanix, soit Vim, et puis on résout le problème de manière cohérente et puis ensemble. Et comme je le disais, la solution... Oui. Pardon, je t'interromps juste 2 secondes. Il y a une question dans le chat. Oui. Alors, on verra qui l'adresse, mais comment fonctionne le licensing Vim avec Mine? Est-ce qu'on a vraiment tout dedans? Est-ce qu'on peut backuper SAP, X environnements différents? Ou est-ce qu'on paye à la capacité de l'appliance? Est-ce qu'il y a des modules ou des plugins additionnels? Alors justement, le licensing, on allait y venir. Si je clique sur Forward, pouf, question fréquemment posée. Comment ça se passe avec le licensing? Alors là, c'était la question qui est dans le slide, c'est plutôt où est-ce qu'on peut venir avec nos licences si on les a achetées. Effectivement, comme on l'a vu sur les configurations, on peut soit faire très bien acheter l'appliance avec déjà des licences Vim, ou si vous avez des vôtres, vous pouvez les apporter. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça fonctionne à l'instance. Donc en réalité, on va protéger un workload ou un autre. Ça peut être très bien un serveur physique, ça peut être une VM, ça peut être effectivement du SAP. Donc si vous avez besoin des enterprise plugins type SAP, Airman, ça va décompter également une instance. Alors on n'a pas du tout de notion de capacité, sauf si vous voulez backuper des fichiers. Donc par exemple, si vous avez du Nutanix Files ou n'importe quel share de type SMB ou NFS, là, à ce moment-là, ça va décompter une instance tous les 250 gigabytes. Mais c'est vraiment particulier aux données non structurées. Pour le reste, c'est pas du tout à la capacité, c'est vraiment uniquement au workload, donc à la VM, au serveur physique, à l'instance SAP, à l'instance Airman. Voilà, donc ça va être décompté directement de votre licence. Après, une fois que vous avez fait un backup, vous pouvez très bien faire de la copie autre part, vers du stockage objet. Vous pouvez restaurer autant de fois que vous souhaitez. Vos VM peuvent faire 50 terabytes, ça ne va pas vous coûter plus cher. J'espère que j'ai répondu à la question.
Puis en termes d'intégration, bah, c'est relativement simple. En fait, vous avez chez Nutanix un sizer qui va vous permettre d'obtenir un SKU. Ce SKU, ensuite, vous allez pouvoir le déployer. Donc, le partenaire, lui, va pouvoir déjà mettre en place, faire ce déploiement automatique pour vous le proposer et de commencer déjà directement de manière assez intuitive à backuper votre infrastructure. Et par la suite, si vous avez besoin de plus de capacité, vous ajoutez les nœuds scale-out. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans la solution, c'est le support qui est vraiment géré. C'est Didier qui m'avait parlé de cette expression « single throat to choke », c'est-à-dire que si vous avez un problème, vous n'avez qu'une seule gorge à étrangler. Voilà, donc que ce soit chez Vim ou Nutanix, on vous aidera par rapport à vos problèmes. Quelle violence. Donc d'un point de vue technique, déjà, il faut commencer par déployer. Ça, je crois que ça sera les partenaires qui vont s'en charger. Vous avez ce qu'on appelle une Foundation VM qui va être téléchargée. En fait, vous allez télécharger cette Foundation VM sur votre mine. Et cette VM, elle va rester là. Elle sera là pour la configuration, pour automatiser justement le déploiement. Vous la laissez ensuite sur l'infrastructure. Et en moins de 2 heures, alors, on l'a fait hier en moins d'1 heure. Et puis, c'était du hardware qui était pas très récent. Je crois que Didier l'a déjà fait avec en une demi-heure. Donc, on ne prend pas de risque, on va dire en 2 heures, vous avez déjà une infrastructure avec des proxys, des repositories, vous avez déployé l'intégralité des composants nécessaires pour Mine. Et puis ensuite, donc, cette Foundation VM, elle va déployer, comme on le voit ici, différentes VM, différents proxys, soit sous Windows, soit sous Linux, et puis va déployer ce qu'on appelle la Scale-out Backup Repository, faite de plusieurs petites repositories sous Linux. Parce que le slide le plus intéressant ici, ça sera celui-ci, où là, on va vraiment bien voir. Où est-il? Voilà, il est là. Bon, là, on voit vraiment bien comment en fait les composants sont déployés. Donc vous avez en fait 4 nœuds, vous commencez par un système de 4 nœuds, et 3 seuls seront utilisés. Si vous avez une panne sur l'un des nœuds, les données vont être recomposées sur le 4e nœud. Donc ça vous laisse le temps de racheter un nœud supplémentaire pour pouvoir échanger, alors pas l'acheter, mais en tout cas vous le faire remplacer par le support. Ça vous laisse vraiment la possibilité d'avoir une faille. Donc sur un premier nœud, on va avoir cette Foundation VM qui va être déployée, et puis elle va déployer elle-même une VM sous Windows avec Vim Backup et Réplication à l'intérieur, avec déjà un proxy qui est prêt à fonctionner en fait sur ce nœud. Sur les nœuds 2 et 3, on aura également des proxys qui vont tourner, donc ça vous permet d'avoir en tout 3 proxys qui ne seront pas des proxys pour AHV cette fois-ci, mais qui seront des proxys pour sauvegarder tout ce qui est environnement ESX et Hyper-V. Et là où c'est vraiment très très intéressant, ce sont ces Linux repositories. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Scale-out Backup Repository, c'est quelque chose qui est vraiment très, très utile. Ça vous permet de créer une grosse repository à partir de plusieurs éléments, à partir de plusieurs petites repositories. Donc en fait, chacune de ces repositories, on va les appeler des extents. Et bien là, vous avez 3 extents, ce qui permet justement que si vous avez un problème sur une extent, vous la reconstruisez sur le 4e nœud qui lui est en stand-by. Et ça vous permet non seulement d'avoir des performances parce que vous écrivez sur différents stockages en même temps, vous allez écrire justement sur ces fameux Nutanix Volume Group, donc non seulement vous avez de la performance, et en plus vous avez de la redondance. Donc ça, on va le voir un petit peu mieux dans la démonstration, quand Didier vous montrera l'aperçu de Prism, on va vraiment voir toutes ces VM sous Windows, donc la VM Backup et Réplication avec son proxy, les 2 autres VM qui font office de proxy, et vous verrez également des VM sous Linux qui font chacune partie d'un bout de la Scale-out Backup Repository. Alors, au niveau des tests qui ont été réalisés, le problème d'un produit plutôt jeune, c'est qu'on n'a pas dépassé encore les 400 TB au niveau des tests. Donc, ce qui a été testé, c'est jusqu'à 8 nœuds au maximum, ce qui vous permet justement d'arriver à cette capacité de 400 TB. Si vous avez plus, aujourd'hui, il est recommandé de faire plusieurs clusters mine. Donc, vous allez me dire, OK, on veut quelque chose d'unifié, puis là, on va devoir faire des clusters. C'est juste parce que c'est le Q&A, en fait, la qualité n'a pas encore vérifié la possibilité, justement, d'aller plus loin que 8. Mais ce qui est tout à fait probable, c'est que dès aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à 32 nœuds. Voilà, donc 32 nœuds, c'est ce qui vous permettrait d'aller jusqu'à 8 fois 400 TB, donc à plusieurs pétabytes. Donc soit vous prenez un premier nœud avec du extra small, du small et un scale out, ou alors soit vous prenez du medium plus 2 scale out, et pour arriver justement à cette capacité de 400 TB, un peu moins.
Donc, ce qui est intéressant peut-être aussi de dire, c'est que, comme Didier le disait tout à l'heure, la raw capacity, la capacité brute, elle est imaginons, sur un nœud de 96 terabytes. Généralement, en étant conservatif avec Vim, on arrive à une délupe compression d'un ratio de 2. Donc, en fait, même si vous avez que la moitié qui est utile, vous pourrez quand même mettre un workload de la taille équivalente. En fait, voilà, vous avez 2 fois moins de capacité à cause du replication factor, mais par contre, on propose aussi une compression des dupes qui en moyenne vraiment est de 2, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, pour protéger vos workloads. Je repasse la main à Didier, je crois que tu vas partager ton écran pour qu'on voit un petit peu le déploiement. Alors, ce que je te propose éventuellement, c'est pour pas switcher en fait entre les slides et puis le partage d'écran, c'est qu'on avance juste avec les slides et ensuite, juste avant d'entamer la démo, je vous montrerai en fait cette vidéo là qui est normalement incrustée mais qui se qui se joue pas bien sur Brighto. Je vous montrerai cette vidéo de 3 minutes qui montre le déploiement d'une appliance mine de zéro en fait. Voilà. À la limite, si on peut juste avancer au prochain slide. Tac. Voilà. Okay. Ça, c'est aussi quelque chose que vous verrez pendant la démo, c'est qu'en fait, on a aussi créé, comment dire, une page, un dashboard spécial à l'intérieur de la console Nutanix Prism, et puis qui va nous donner des infos pour permettre de surveiller, en fait, déjà rien que depuis la console Prism, les jobs, le nombre de VM protégés par hyperviseur, etc. Et puis le bilan de santé, finalement, de l'appliance mine, à l'intérieur de la console de Nutanix. Donc ça, c'est un dashboard spécial qui a été créé pour l'occasion. C'est vraiment un peu le fruit de la collaboration entre Vim et Nutanix. C'est un dashboard qui aujourd'hui vous permet on va dire de consommer des informations. Et puis, il y a fort à parier qu'à l'avenir, on pourra aussi déclencher des actions directement depuis ce dashboard. Est-ce que Benoît, tu veux reprendre depuis là? Ouais, on peut reprendre depuis là. Donc effectivement, Mine arrive avec une préconfiguration qui peut s'adapter à énormément d'infrastructures. Maintenant, vous allez vouloir interagir avec d'autres composants, d'autres éléments. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le lab. On pourra en parler un petit peu plus tard. Vous voyez sur la droite du slide un symbole qui signifie Nutanix Object. Donc en fait, c'est le stockage objet de Nutanix. Si vous avez besoin d'offloader vos données, de copier vos données, d'avoir une redondance sur vos données ou vous épargnez en fait de la capacité sur Mine au profit du stockage objet, au profit de Nutanix Object, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans Nutanix Mine avec Vim. Donc ça, on l'a fait hier. Et puis bien sûr, si vous avez besoin pour une raison ou pour une autre, pour des raisons de performance en fonction de votre infrastructure, de devoir déplacer les proxys qui sont au départ installés sur Nutanix Mine, mais vous voulez les mettre sur votre infrastructure pour une raison ou pour une autre, il est bien évidemment possible de le faire. Donc en réalité, on arrive avec une configuration qui est déjà basique, qui est standard, qui permet de répondre à la majorité des besoins, et puis ensuite, il est tout à fait possible de faire ce que vous voulez avec cette appliance. Et puis une autre chose, dans notre version de Vim Backup et Réplication en version 10, on s'est protégé aujourd'hui des fichiers, donc des données non structurées à l'aide d'un NAS Backup qui est vraiment extrêmement performant, qui va vous permettre de traquer toutes vos versions, de pouvoir archiver des éléments qui auraient été supprimés ou conserver un certain nombre de versions nécessaires. Et c'est complètement compatible à l'aide de, je crois qu'il y a quelque chose, voilà, à l'aide de Nutanix Files, qui est anciennement AFS, donc je pense que c'est Acropolis File System. File Services, ouais. File Services. Et donc, on a également intégré une share qui a été importée en SMB et qui au départ est justement du Nutanix Files pour effectuer notre backup. Donc voilà, vous pouvez greffer non seulement du stockage objet, vous pouvez greffer des NAS, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin avec Nutanix Mine pour Vim, avec Vim. Dans cette présentation, vous allez voir un certain nombre de liens qui peuvent vous intéresser, donc beaucoup de white paper, de posts, de vidéos sur comment c'est implémenté, comment est-ce qu'on les utilise, des manuels utilisateurs, différents liens qui vont vraiment compléter cette présentation. Et puis avant de ne pas s'éterniser sur les slides, on va passer à la démo. Ok. Je vais reprendre la main, Didier. Ouais, je vais prendre la main, je vais passer sur le partage d'écran.
le partage d'écran qui ne fonctionne pas. Oui, ok. Alors, 2 secondes. Je vais juste revenir dans le... Il faut que je relance, je pense, mon navigateur. Ça m'a déjà fait avant. Pendant ce temps, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poster, comme ça on peut y répondre tout de suite. Alors voilà, je suis de retour. On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Cette fois-ci, ça fonctionne. Dans le doute, reboot, mais... Voilà, c'est tout bon. Voilà, c'est tout bon. Ok. Alors, dans un premier temps, on va commencer en fait par cette petite vidéo de 3 minutes qui vous montre en fait le déploiement d'une appliance Nutanix Mind. Donc, quand l'appliance vous arrive, je veux dire, on la sort des cartons, il n'y a absolument rien sur le bare metal. Le partenaire va dans un premier temps simplement faire l'imaging standard pour un cluster Nutanix qui prend à peu près 30 minutes, hein, surtout en AHV, c'est comme c'est à l'intérieur, en fait, c'est encore plus rapide. Et puis ensuite, on va déployer cette petite VM qui va nous faire l'assistance pour finalement toute la partie Vim qui va être déployée par-dessus le cluster Nutanix. Alors là, vous voyez Nirvana, c'était le nom de code du projet. Donc je vais vous rouler la vidéo. Donc, en fait, on se connecte sur cette petite VM. Et puis, après, on aura plusieurs choses qui sont possibles de faire. Là, on fait un setup d'un cluster. Ça a été un petit peu vite, mais on pourrait aussi gérer la partie extension d'un cluster. On va donner je vais essayer de mettre sur pause si ça va trop vite. Là, on donne dans un premier temps, en fait, l'IP du cluster Nutanix qu'on va cibler. Avec un username mot de passe pour avoir les droits, finalement, via les API, de créer les VM dont on a besoin pour l'infrastructure Nutanix, Mind, pardon. On va déployer ici un nouveau serveur Vim. On va évidemment injecter la licence Vim qui va bien. Voilà. Et puis ici, en fait, sur cette page, on va fournir un certain nombre d'informations, c'est-à-dire on va donner un range d'adresse IP pour toutes les VM qui vont être provisionnées. Donc on a 6 VM qui vont être créées, 3 VM Windows, donc une qui fait office de serveur Vim plus de proxy, 2 proxys additionnels, et aussi 3 machines Linux qui vont faire office de scale-out repository. Donc on choisit évidemment le réseau virtuel qui provient de la partie qui a été déclarée sur la partie Nutanix. Voilà. On fournit les IP, subnet mask, gateway, tout ce qui va bien. Et donc ces VM seront en Windows 2019. Je vois que le wizard d'installation a un poil changé par rapport à la version bêta et ce qu'on a utilisé hier. Donc à un moment, vous avez la possibilité d'injecter votre image, votre ISO Windows 2019 qui sera la base pour construire les machines Windows. On a la possibilité ici de définir un mot de passe administrateur pour les machines Windows. Alors, ce n'est pas fait dans cette vidéo-là, mais on pourrait tout à fait les rentrer dans le domaine à ce moment-là aussi. C'est prévu dans le wizard. Ok, donc là, on voit un certain nombre d'IP qui ont été réservés pour chaque VM. On voit bien qu'on a 4 nœuds dans le cluster, que l'hyperviseur de type AHV. Et puis le rôle aussi. Donc on a certaines machines qui vont faire office de proxy, d'autres qui vont faire office de repository. On a la possibilité de définir un network différent pour la partie guest processing. Je ne sais pas si Benoît, tu veux rappeler ce que c'est le guest processing? Alors, le guest processing, c'est la capacité de pouvoir interagir avec l'OS, avec tout ce qui est guest files, hein, donc tous les fichiers qui sont liés à la VM qui doit être protégée. Et c'est également la possibilité de venir restaurer des éléments applicatifs
donc à l'aide justement de snapshots VSS ou de snapshots qui sont propres à HV. Donc voilà, c'est vraiment tout au niveau granulairement au sein même de la VM, que ce soit fichier guest ou éléments applicatifs de type SQL, de type Exchange, de type autre. Ok. Donc là, ça a été un petit peu vite, mais au bout d'une heure, en fait, le setup est complet. Et puis vous arrivez ici sur cette page qui vous dit, ben voilà, votre appliance Mine Vim est déployée. Donc vous pouvez maintenant vous y connecter. Donc ça, c'est vraiment pour la partie installation, qui est super simple. Et puis on va passer maintenant on va vous montrer un petit peu le résultat de tout ça. Donc dans un premier temps, je vais me connecter sur ce qu'on appelle Prism Central. Donc là, on a créé cet environnement de démo hier. Il faut juste que je retrouve le mot de passe. Voilà. Donc Prism Central, c'est la console qui va me permettre de faire l'administration Nutanix pour, on va dire, un environnement multi-cluster, puisque là, on en a volontairement mis plusieurs. Donc, en fait, j'ai un premier dashboard ici qui va me présenter tout un tas d'informations sur l'utilisation CPU, la mémoire, des informations sur les VM aussi, sur l'over-provisioning de certaines VM, etc. Savoir un petit peu ce qui se passe en termes de tâches, là. Donc, je vais pouvoir ici voir qui a fait quoi et quand, etc. Les latences des clusters, etc. Et puis, j'ai ici, en fait, dans cette partie Quick Access, donc ça, c'est des dashboards qui sont évidemment personnalisables. J'ai 4 clusters, en fait. Un qui est un cluster HV standard, un qui est notre cluster qui est utilisé pour Mine, un autre cluster qui fait office de stockage objet, en fait, et puis un cluster ESX. Voilà. Donc, c'est tous des clusters Nutanix. Ils sont tous gérés depuis la même interface. Et puis, donc je vais pouvoir ici, par exemple, aller voir l'ensemble de mes clusters. Donc je vois bien le type d'hyperviseur, je vois la version, je peux déclencher directement des actions ici, comme par exemple des upgrades software, etc. J'ai la possibilité de manager l'entier de mes VM depuis là. Donc peu importe l'hyperviseur. Alors sur ESX, là j'en ai pas beaucoup. Alors, je ne sais pas où elle se cache, mais j'ai la possibilité ici de chercher par hyperviseur. Par exemple, je pourrais dire, voilà, là j'ai 5 VM ESX dont 4 sont cachés puisque c'est les contrôleurs VM. Donc j'ai juste en fait un vCenter ici. Donc là j'ai effectivement la possibilité de mettre des filtres. Et puis, donc peu importe le cluster, en fait, l'ensemble des VM vont être ici. J'ai la possibilité ici de faire tout un tas d'actions, même prendre la console, rebooter, modifier la configuration d'une VM, etc. Et si on regarde tout ce qui est, si je filtre tout ce qui est Vim, donc en fait j'ai mon fameux cluster ici qui s'appelle Mine, sur lequel je vais retrouver donc 3 serveurs Windows et mes 3 serveurs Linux. Voilà. Et donc maintenant, si je voulais aller voir, donc on pourra regarder un petit peu ce que ça représente après du côté de la console Vim, quand je repasserai la main à Benoît. Autre chose, sur un des clusters, on a rajouté la fonctionnalité de stockage objet de Nutanix. Donc en fait, c'est intégré à la console, c'est simplement une option que j'ai ajoutée, et puis j'ai transformé mon stockage qui à la base fait juste office de stockage de VM, je peux lui greffer cette fonctionnalité de stockage S3 compatible. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un namespace, hein, comme par exemple s3.aws.com. Là, là, il s'appelle PHX POC006, c'est un peu moins sexy, mais c'est un nom comme un autre. Et puis, je rentre dans cette console Nutanix Objects et je vais pouvoir créer ici finalement simplement bêtement des buckets en fait. Je peux mettre du versionning, je peux expirer certains objets, donc toute cette notion ici qu'on retrouverait sur un AWS, on le retrouve dans le stockage Nutanix, donc c'est hyper simple. Hier, on a créé donc un bucket qui s'appelle Vim Nutanix S3, sur lequel on a rempli à peu près un demi-téra de données avec voilà, un certain nombre d'objets. Et puis sur ce bucket, en fait, j'ai déjà aussi des notions un petit peu de performance. Donc il y en a 2-3 jobs de backup qui ont été envoyés. Donc je sais le nombre de requêtes par seconde, je vois un petit peu la bande passante qui a été consommée, etc.
Et je vois aussi qui est à droit. Et donc là, je pourrais aussi rajouter d'autres utilisateurs, soit en read, soit en write, puisque j'ai toute une gestion de finalement des clés, en fait, puisque pour avoir accès à un bucket, on a besoin de ce qu'on appelle une access key, une secret key, exactement comme dans le protocole S3 sur de la WS. Donc c'est un des repositories, on va dire, dans lequel on peut sauvegarder nos données avec Vim. Maintenant, je vais juste encore me connecter sur un autre, sur le cluster mine. Puis, alors cette fois-ci, je vais descendre directement au niveau du cluster, puisque je voulais vous montrer quelque chose qui est seulement visible au niveau du cluster, qui est ce fameux dashboard mine. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui a été rajouté par la collaboration Nutanix-Vim, que vous voyez tout à l'heure sur le slide. Bon, ok, là on est en état critique, c'est le lab, on a fait un petit peu n'importe quoi, donc c'est toujours un peu le fouillis. Mais vous voyez ici le nombre de VM qui sont protégés par type d'hyperviseur. Vous voyez un petit peu les alertes Nutanix, donc sur la santé du cluster. Vous voyez l'évolution de la capacité. Vous voyez le nombre de jobs de backup qui sont en cours ou qui sont en pause ou en attente de programmation. Et puis également toutes les alertes sur la partie Vim. Donc quand il y a du bleu, je suis content. Voilà. Donc, on voit un petit peu l'activité directement depuis la console. Et puis bah, si je rebascule dans la partie purement VM, je vais retrouver exactement les mêmes VM que je voyais tout à l'heure depuis prise centrale. Si ce n'est que depuis là, j'aurai même plus de granularité au niveau des monitoring, des métriques, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on a préparé sur la partie Nutanix. Peut-être la dernière chose, si je repasse sur la liste des clusters, on a un cluster ici sur lequel nous avons déployé la partie file server. Donc encore juste pour vous montrer ça, et puis après Benoît, je te passerai la main pour les 15 dernières minutes pour la partie démo à l'intérieur de Vim en fait. Donc simplement vous montrer, comme Benoît le montrait, qu'on peut protéger de la VM, qu'on peut protéger du file server, donc ici sur cet autre cluster. J'ai en fait une double fonctionnalité puisque j'utilise ici un file server Nutanix, mais j'utilise aussi l'object storage. Donc voilà, j'ai un certain nombre de shares ici qui sont SMB pour la plupart. Et donc voilà comment on peut aussi consolider le stockage avec Nutanix, puisqu'on a du stockage pour la VM, pour les fichiers, du stockage objet, et puis on peut faire comme ça des clusters isolés qui peuvent être strictement licenciés à la capacité si on parle d'un cluster object ou file par exemple. Donc Benoît, je vais te repasser la main. Merci. Je vais tenter de partager mon écran. Voilà. Normalement, c'est à toi. Et ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. C'est bon. Ça devrait être bon. Oui, je vois quelque chose. Voilà, donc on en est au point où la Foundation VM a fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a déployé l'intégralité du cluster, et un des composants qu'elle a déployé, c'est tout simplement une première machine sous Windows où Vim Backup Application a été installé. Donc dans ce Vim Backup Application, on ne va pas le trouver vide évidemment, tout est déjà enregistré pour avoir un setup, une configuration de base. Donc on va voir un petit peu les composants qui sont déjà déployés. La première chose, je dirais, c'est on voit la partie Windows ici, donc on a le Vim Win Node 1, ça c'est la VM sur laquelle on est en train de travailler. Et on a également importé 2 serveurs Windows qui font office de proxy server, comme avec la bonne description qui est ici. On a également importé 3 serveurs Linux qui vont nous servir de backup repository, et ces 3 serveurs Linux vont nous faire une scale-out backup repository, donc une repository complète, que l'on peut voir ici. Donc après, nous, on a rajouté d'autres choses, mais je montre uniquement ce qui a été déployé par la Foundation VM. Donc on voit que cette scale-out backup repository, au départ, on oublie Nutanix Object, on voit qu'on a intégré, on a rassemblé ces 3 repositories sous Linux
dans le cadre d'une grande repository. Pour ce qui est des proxys, on voit un premier VMware Backup Proxy qui est ici. Donc il est intégré à Vim Backup Application, il tourne sur la même VM que Vim Backup Application. Et en plus de ça, on a ces deux serveurs Windows qui ont été importés qui font tourner également un proxy dessus. Là, on voit des file proxy et des HV proxy, c'est ce qu'on a rajouté. Hein. C'est pas directement après le déploiement de la Foundation VM. Benoît, Oui. excuse-moi, juste je te coupe parce qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que le guest processing sous AHV offre le même niveau de protection et la consistance des données que sous Hyper-V et VMware? Alors, on va répondre très, très rapidement à la question. Si je prends une VM, par exemple, ici, qui a été backupée par AHV, c'est même un snapshot ici. Soit on peut le restaurer sur le cluster, soit on peut restaurer les guest files Windows ou Linux, soit on peut restaurer les éléments applicatifs AD, Exchange, SharePoint, SQL ou Oracle. Donc, en fait, oui, on a exactement le même niveau de granularité pour tout ce qui est guest, que ce soit sous AHV ou SX ou Hyper-V. Je continue. Vas-y, vas-y. Je continue. Donc, la première chose qu'on a fait avec Didier hier, c'est qu'on s'est dit, OK, ben on a un vCenter quelque part sur un cluster qu'on souhaitait protéger. Donc, on a importé le vCenter, tout simplement, comme on le ferait dans n'importe quelle infrastructure. Et à partir de ce vCenter, on a été en mesure de créer un premier job de backup. Donc, on a même backupé le vCenter lui-même, voilà, parce que c'était ce qu'on avait à disposition. Et ce backup a été réalisé directement. En 2 secondes, on a importé le vCenter, on a fait un premier job de backup et quelques minutes plus tard, on avait déjà un premier backup de cette VCSA. Voilà. Ensuite, on s'est dit, tiens, on aimerait bien tester le stockage objet. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est une fonctionnalité qu'on appelle dans notre V10 le Cloud Tier. Donc, ce Cloud Tier, il va fonctionner, heureusement, avec également une Scale-Out Backup Repository. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement ajouté une backup repository compatible S3 qui est basée sur du Nutanix Object et qui a été intégrée justement à cette Scale-Out Backup Repository. Donc une fois qu'on a créé justement cet extent, on a été en mesure de définir le performance tier, donc en fait votre stockage, votre repository local, à laquelle on a ajouté ce qu'on appelle un capacity tier, et ce capacity tier, eh bien, c'est bien le Nutanix Object Repo. Et à partir de là, on est capable de définir plusieurs règles. Soit on veut copier, par exemple, à partir du moment où on a un backup qui tombe sur les repositories Linux, on veut que ce soit instantanément copié sur du Nutanix Object. Voilà, c'est ce qu'on a dit ici avec cette petite case Copy Backups. On veut aussi également pouvoir bouger les backups les plus anciens de la repository, du performance tier, donc des backups locaux, vers Nutanix Object, tout simplement parce qu'on veut s'économiser, on veut optimiser notre capacité locale. Donc les backups qui sont plus vieux ici de 7 jours seront éligibles pour aller être bougés directement sur Nutanix Object. Donc au final, en laissant tourner les jobs, on se retrouve avec une interface où on va avoir non seulement le backup qui est réalisé au niveau de la VCSA, donc on l'a de manière locale ici, avec plusieurs restore points parce que le job tourne fréquemment. Et en plus de cela, on a une section stockage objet où je vois que mon backup de la VCSA, lui, il a été également copié sur le stockage objet. Donc en fait, on a une redondance au niveau des backups grâce à cette manière de travailler là. Ensuite, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin. On peut aujourd'hui importer tout simplement des file share, que ce soit du SMB, du CIFS, c'est la même chose, pardon, du NFS. Ça pourrait être également un serveur sous Linux ou sous Windows, un serveur de fichiers. Et on a voulu protéger en fait les fichiers d'une share en question. Donc là, on a importé tout simplement 3 file shares, je ne savais pas qu'il y en avait 3, mais tout va bien, qu'on souhaite désormais protéger à l'aide de notre NAS Backup. Donc une fois que la share a été importée grâce à un système, qui est basé sur du Nutanix Files, on a pu créer un job de backup qui est un job de file share sur lequel on va définir quels sont les file shares qu'on souhaite backuper avec différents éléments, avec différentes variantes. Si vous ne connaissez pas encore notre NAS Backup, je vous invite à le découvrir sur différentes vidéos. On ne va pas pouvoir s'attarder dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est tout à fait possible d'importer soit en SMB, je crois aussi en NFS, du Nutanix Files, et de pouvoir le protéger à l'aide de Vim Backup Replication et de Nutanix Mine en l'occurrence.
Ensuite, on s'est dit, on a quand même pas mal d'utilisateurs sous AHV, donc on va utiliser une nouvelle fonctionnalité de Vim Backup pour Nutanix AHV 2.0. Qui m'a permis ici d'aller enregistrer en fait un cluster. Donc on voit qu'on a 2 clusters qui existent. Il y en a un qui est le Nutanix Mine Cluster, donc vraiment le cluster de l'appliance en elle-même, et puis un autre qui est le cluster de production. À partir de ça, on a été en mesure d'aller déployer un nouveau backup proxy. Comme on le voit ici, on peut très bien faire add backup proxy FileShare ou Nutanix AHV, donc là, Nutanix AHV. À partir de là, on a déployé un proxy sur le cluster de production qui, lui, va nous aider à protéger le cluster AHV en l'occurrence. Une des fonctionnalités nouvelles, comme j'en parlais un petit peu avant, c'est qu'aujourd'hui, la gestion est centralisée. C'est-à-dire que j'ai un bouton ici qui me met Open Web Console. Donc, je vais tout à fait venir accéder au proxy console et de faire un certain nombre de choses à l'intérieur de cette interface-là. Donc, je vais essayer de me connecter. Où je me relogue. Alors, on y va. Juste pendant que tu fais ça, Benoît, juste pour les gens qui participent, donc il nous reste moins de 10 minutes. Donc si vous voulez envoyer des questions par le chat, c'est maintenant, puisqu'on sera coupé de net à 11h15. Ok, alors maintenant je suis connecté dans ce proxy console. Donc ça a exactement la même allure que ce qu'on avait en version 1, sauf qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été importées. On a déjà un peu à la manière de Prism Central un dashboard qui permet de voir ce qui a été protégé, combien de VM, combien de jobs tournent, est-ce que le serveur de backup est disponible, combien de repositories est-ce que j'ai, différents logs pour vérifier que tout fonctionne bien. Et c'est à l'aide justement de cette console-là qu'on va pouvoir créer différents jobs de backup. Donc, soit je fais un job de backup, soit je fais un job de snapshot. Je peux très bien dire je ne souhaite faire qu'un snapshot en fait de cette VM ou de ce protection domain. Donc on peut lui donner un nom, webinar par exemple. Et puis je vais pouvoir ajouter, donc soit de manière dynamique, auquel cas je vais prendre des protection domains, soit aller chercher tout simplement une VM en particulier. Voilà. Insérer mes VM et ensuite définir comment est-ce que je souhaite backuper. Donc j'ai ma Scale-out Backup Repository qui est ici. Je peux également aller dans la section Advanced qui va me permettre de faire différentes choses supplémentaires. Je peux très bien faire un active full de temps en temps, qui est très utile non seulement pour casser la chaîne de backup, mais ce qui est essentiel si vous backupez sur une appliance de déduplication, par exemple. OK. Et puis après, j'ai mon schedule. Je peux très bien dire j'exclus certains disques, je peux activer les notifications. Et pour ceux qui avaient des problèmes de licensing, quelque chose qui est aussi assez intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout cette notion de licensing parce que tout est géré directement dans Vim Backup Application. Donc si je reviens maintenant sur mon Vim Backup Application, je vois par exemple ici que j'ai fait tourner un certain nombre de jobs. J'ai un AHV Backup Job ici, donc là on a créé un véritable backup au format Vim, à partir duquel je suis capable d'aller restaurer cette VM directement sur le cluster Nutanix, restaurer les guest files. Apparemment, dans cette VM, il n'y avait pas d'application, donc je ne vais pas pouvoir restaurer des éléments applicatifs qui n'existent pas. Je peux aussi interagir avec Amazon EC2, Microsoft Azure pour restaurer mes VM si toutefois j'en avais besoin, exporter des backups, faire un instant VM recovery sur un cluster vSphere. Vous savez que dans la V10, on est capable de restaurer n'importe quel workload vers vSphere. Peut-être qu'un jour, on fera ça aussi avec AHV, ça pourrait être intéressant. Et puis, à chaque fois qu'un job est réalisé, il va aussi soit créer uniquement un snapshot, soit créer également un snapshot. Donc, vous avez les snapshots qui sont ici, à partir desquels vous pouvez aller tout simplement explorer, donc restaurer une VM, restaurer des guest files, restaurer des éléments applicatifs. Donc, tout est vraiment possible de faire. D'ailleurs, une très bonne stratégie de backup pourrait être celle de se dire toutes les heures, je vais créer un snapshot de mes VM, et puis une fois par jour, je vais faire un backup. Donc, ça permet vraiment de pouvoir revenir rapidement, d'avoir un RPO qui est vraiment faible, de revenir, si toutefois il y avait un problème, au dernier snapshot, et puis on a en plus de cela la protection avec le backup, qui lui peut être encore externalisé sur du Nutanix Objects, donc qui vous permet d'avoir une redondance au niveau des backups, et d'avoir une vraie stratégie qui tienne la route. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Didier? Non, je crois que c'est pas mal. Vu le déjà c'est complet. Donc voilà, pour résumer, l'appliance, la Foundation VM, elle va vous proposer déjà une infrastructure de backup qui va répondre à un certain nombre de besoins, et après vous pouvez très bien l'adapter. Si vous vous dites,
Par exemple, j'ai des proxys qui sont sur cette appliance, mais je préfère avoir mes proxys sur ma production. Vous pouvez très bien les effacer ici, les relocaliser autre part, ça ne pose strictement aucun problème. En plus de ça, j'en profite pour dire que depuis la V10, on propose aussi des proxys sous Linux qui sont extrêmement performants, qui prennent moins de place, qui ne consomment pas de licence. Et j'imagine que dans le futur, dans une prochaine révision de Nutanix Mine avec Vim, on va probablement pouvoir les intégrer dans Mine. Donc, vous avez la possibilité vraiment de faire ce que vous voulez avec cette appliance, mais tout en commençant déjà avec une base sans avoir à configurer manuellement trop de choses. Ok. Voilà, est-ce que je vois des questions? Est-ce que... Je crois qu'il n'y a pas de questions. Il y a juste une personne qui nous a demandé si on avait perdu le son, mais moi je t'entendais. Et toi, tu m'entends. Donc, j'imagine que ça va. Je voulais simplement vous dire que, voilà, en ces temps de Covid, c'est un petit peu plus compliqué de faire aussi les réunions qu'on appelle Nutanix Bootcamp, sur lesquelles vous pouvez vraiment de manière pratique tester la plateforme Nutanix. Alors ça, c'est au sens large. Cette version, alors vous avez la possibilité de le faire depuis chez vous en tapant simplement Nutanix Test Drive dans Google, ou vous avez dû recevoir un mail probablement, ou vous allez recevoir un mail probablement avec la liste des événements virtuels de tous les webinars, puisque cette chaîne BrightTalk Nutanix Suisse contiendra l'ensemble des webinars en français, donc enfin, pour les francophones, on va dire, à l'avenir. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de votre participation. C'était, j'espère, instructif pour vous. Benoît, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à nous dire. Alors oui, tous ceux qui auraient des questions, un petit peu deep dive par exemple pour tout ce qui concerne la V10, c'est vrai qu'on a vu différentes choses, on a vu Cloudtier, on a vu NAS Backup, on a vu HV en version 2.0, un petit peu. Donc si vous voulez vraiment rentrer dans le détail avec moi, je vous invite à me contacter tout simplement. Et puis on pourra étudier différentes choses ensemble. Et puis évidemment, si vous êtes en tant que client ou en tant que partenaire intéressé par Mine, moi et Didier, ou soit l'un, soit l'autre, on sera ravis de vous en parler plus précisément. Merci pour la présentation, très intéressant. Merci à vous. Merci à vous d'être là, merci pour votre temps, et puis à bientôt. En vrai, on espère. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.